y a maintenant 2 ans, 2 ans et 1 mois. Mon beau-père, qui est artiste contemporain, je baigne dans l'art contemporain depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, et mon beau-père m'a demandé « Ah, ma galerie à Beyrouth voudrait faire des NFT avec une pièce archéologique qu'on a trouvée sur des ruines à Tripoli. Je ne sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux m'expliquer ?» J'ai pas réussi à lui expliquer parce que je ne savais pas ce que c'était. Et ça m'a vraiment énervé de ne pas savoir. Donc, j'ai cherché. Et c'est en cherchant, en plongeant dans le code, dans ce que voulaient dire les NFT et la crypto, alors que finalement, j'étais passé un petit peu à côté, que quelque chose est apparu. Pour vous dire que je suis passé à côté, je suis vraiment passé à côté, étant donné que, avec Harold, ici présent, on a fait un spectacle 2014 ou 2015, où on a dû payer en Bitcoin un film sur Second Life. À l'époque, c'était 50 € en Bitcoin qu'on avait payé ce film. Et aucun de nous deux n'a eu l'idée d'en acheter 50 pour nous. Comme quoi, on est vraiment complètement passé à côté de la vague. On serait millionnaire aujourd'hui. Tant pis, raté. Aujourd'hui, on ne parlera pas de crypto-monnaie. Parce qu'on va vraiment parler d'autre chose. La moitié de la salle, alors je connais quelques visages ici, mais pas la majorité. Je pars du principe que la moitié de la salle est complètement à l'aise avec tout ce qui est blockchain et NFT. Mais pour l'autre moitié, je vais devoir quand même à un moment donné passer par savoir ce que c'est. L'autre moitié de la salle, pas exactement la même anti-moitié, est très à l'aise avec l'art contemporain ou l'art conceptuel, mais l'autre non. Donc, on va d'abord devoir expliquer les deux choses pour pouvoir ensuite vous expliquer quelle est la vision globale et pourquoi est-ce que depuis maintenant 2 ans et 2 mois que je contacte des galeries, des curateurs, des gens dans le monde de l'art conceptuel qui est le mien depuis quelques années, pourquoi est-ce que pour l'instant le monde des NFT et de la nouvelle technologie n'a pas encore complètement rencontré le monde des institutions? Je parle des institutions parce qu'en fait, j'ai cette conviction, et c'est pareil dans le spectacle, dans la musique, dans le théâtre, en fait dans tous les autres métiers, qu'à un moment donné, il faut passer par la case de l'intelligentsia, il faut passer par la case des musées, il faut passer par la case des galeries officielles pour qu'un art soit officiellement nouveau et marque l'histoire. Ma croyance et ma foi, et on va en reparler, est que la nouvelle technologie, de toute façon, va arriver, que la blockchain va faire partie, et elle fait déjà partie de nos vies, quoi qu'on en pense. Il va donc falloir que l'art qui vient de cette technologie devienne institutionnel et devienne officiel. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ouh. Introduction, c'est fait. Alors, pour tout le monde, quasi tout le monde, et dans 99% des cas, le NFT naît dans la tête des gens qu'un JPEG sur lequel on a posé un certificat d'authenticité. Cette image, elle a été faite lors de la première vente aux enchères qui a eu lieu il y a 1 an de NFT à Paris. Et donc la commissaire, la commissaire-priseuse, avait parlé à France Inter. Il se trouve que j'étais pile en train d'écouter à ce moment-là et elle expliquait en disant de toute façon, un NFT, c'est exactement la même chose qu'une image sur laquelle on a mis un certificat. Cette interview m'avait un petit peu ulcéré parce que justement, je pars du principe que ce n'est pas le cas et que c'est ce postulat-là que je vais vous expliquer qui est à la base de toute la mésinformation autour des NFT. Aujourd'hui, on peut même plus parler de NFT. Moi, quand je fais de la communication, alors là, on est à la NFT Factory, je peux pas dire autre chose que NFT. On sait qu'on est là. Mais la réalité, c'est qu'on peut plus dire NFT. La bulle spéculative a déjà explosé, on parle d'actifs numériques. D'accord ? Ce qui, évidemment, va finalement être la même chose. Ce postulat-là, moi, m'a ulcéré parce que c'est exactement la meilleure manière de considérer que l'art sur la blockchain n'est que de l'art numérique et n'est pas un art nouveau. C'est-à-dire que c'est juste de dire, ok, c'est des images qu'on va faire sur Photoshop, on va mettre un certificat dessus, on va pouvoir les vendre. Et il est vrai que la grande majorité des NFT sont des images faites sur Photoshop ou faites sur Midjourney en intelligence artificielle, converties sur Photoshop, puis sur lesquelles il y a un certificat. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va faire un nouveau courant artistique. Le jour où les frères Lumière ont inventé, alors inventé est un bien grand mot, ont utilisé les techniques de cinéma qui étaient en train de fleurir un peu partout en Europe, sont-ils allés au théâtre du Palais Royal pour filmer Cyrano de Bergerac? Non. Ils sont allés dans une gare, à La Ciotat, et ils ont filmé un train qui rentrait en gare. Pourquoi? Parce que ça ne servait strictement à rien d'utiliser un ancien art
et de le convertir avec la technique du cinéma. Le théâtre existait et continue d'exister dans un endroit qu'est le théâtre. Le cinéma est un nouvel outil, donc un nouvel usage. Pour cela, qu'est-ce que le cinéma permet? Il permet de créer des émotions qu'on n'a pas en théâtre. Par exemple, l'entrée d'un train en gare, c'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler au théâtre de manière réaliste. Au cinéma, vous connaissez l'histoire. Les gens ont adoré, ils ont eu peur, ils sont partis en courant de la salle. Le nouvel art était né. Le nouvel art était né car un nouvel usage avait été créé d'après une nouvelle technologie. Donc le smart contract, qui est une nouvelle technologie, et je repère comme ça tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un smart contract, ce qui va me permettre de passer à la slide suivante. Mais le smart contract qui a des spécificités d'agrément, de protocole, de décentralisation, qui est un code, qui permet une automatisation, qui est sur la blockchain, qui permet de la sécurité. Cette nouvelle technologie, de la même manière que les frères Lumière ont utilisé un nouvel outil pour faire un nouvel usage, devrait créer un nouvel usage et pas juste appliquer un code, appliquer une technologie sur un usage préexistant. De ce postulat va découler tout le courant artistique encore balbutiant, quasi inexistant, dont on va parler aujourd'hui. Mais donc, et désolé pour ceux qui sont dans le code et qui sont des builders depuis des années, je dois revenir un peu en arrière, le plus simplement possible. Car oui, on peut expliquer ce que c'est simplement. La blockchain, c'est quoi? J'ai fait exprès, c'est en anglais, comme ça, si vous ne lisez pas l'anglais, vous m'écoutez, ou enfin, ça crée... je hack votre attention en faisant du bilingue. C'est une base de données, la blockchain. C'est juste une base de données, comme une base de registre, d'accord? Le banquier, à l'époque, avait un grand cahier où il écrivait les entrées et les sorties. Votre livret A à l'époque, c'était écrit sur une sorte de chéquier qui s'appelait... Voilà, c'est la même chose, sauf que il est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un organisme central qui décide pour vous. Ce n'est pas, dans le cas de la crypto-monnaie, le banquier qui justifie de la vérité de ce qu'il y a sur votre livret A ou pas. Les informations sont partagées par tous les ordinateurs connectés. Et elles sont sécurisées grâce à la cryptographie. C'est tout. Donc c'est une base de registre, c'est un registre décentralisé, sécurisé. Basta. Je pense que là, normalement, j'ai perdu personne. Ce n'est que ça, à la base. Oui, tous les développeurs dans la salle vont me dire, on peut faire plein de... Oui, mais on est d'accord qu'on part de ça. Le dessin, il est bien. Voilà. Je l'ai trouvé sur Google. La cryptographie, pourquoi? Parce que la cryptographie, pour ceux qui ont fait un peu de maths, les nombres premiers, tout ça, ça permet juste de pouvoir encrypter quelque chose qu'on ne peut pas décrypter sans avoir une clé. C'est juste des formules de maths. Dans un sens, c'est très facile. Dans l'autre sens, on ne peut pas remonter en arrière. Sauf d'ici une 10-15 ans, quand les ordinateurs quantiques vont arriver, mais ceci se fera l'objet d'une autre conférence et quand il faudra tout reprendre à zéro. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord ? Donc, on peut ultra sécuriser ces informations sans avoir besoin de passer par un organisme centralisateur. C'est tout. Ça permet énormément de choses et certains des points qui sont là, on va en reparler pour leur valeur artistique. Ça permet une traçabilité. C'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, la blockchain a une application qui est en train d'ouvrir, de décoller pour la traçabilité de la nourriture. Pour savoir d'où viennent les viandes, d'où viennent les aliments, la traçabilité sur la blockchain permet de manière sécurisée, fiable, totalement fiable. Donc il y a énormément d'applications. Ça permet une transparence et en même temps une privacy, une confidentialité, merci. Ce qui est a priori paradoxal, mais c'est justement la force de cette nouvelle technologie. On ne peut pas cacher que l'opération a été faite, mais on peut dans certains cas cacher qui est derrière l'opération. Bien évidemment, régulation gouvernementale, tout ça, cette conférence, j'en parle pas, mais c'est pour que vous suiviez un peu les avantages de la blockchain. On parlera d'art très très vite. Décentralisation, je vous en ai parlé. Réduction de coûts, évidemment. Je prends toujours l'exemple très simple qui est déjà mis en place chez des assureurs. Quand votre avion arrive en retard, vous êtes remboursé, s'il a plus de 3 heures de retard, mais vous êtes remboursé quand même en gros 2 ans après, on est d'accord.
Grâce à la blockchain, vous pouvez être remboursé à la seconde où l'avion atterrit avec 3 heures de retard. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la procédure et vous. Ça va être le smart contract, on va en parler. Automatisation, rapidité, intégrité, incorruptibilité, impossible à falsifier, sécurité, etc. Tout ça, c'est cette nouvelle technologie qui permet d'avoir juste un livre de registre ultra sécurisé. C'est bon, tout le monde sait ce qu'est la blockchain maintenant. Ce n'est que ça, entre guillemets. Voilà. Ça a cette utilité dans tout. Je parle de société parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le système de votation par la blockchain pour pouvoir voter sans pouvoir truquer les urnes. Ça sera très 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 utile quand la blockchain sera installée pour tout ce qui est vote, etc. On pourra en parler autour du cocktail si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet de la conférence, si ce n'est que tout à droite là-bas, j'ai mis art parce que en effet, après la blockchain, il y a eu le NFT, qui est une sorte de sous-catégorie. Donc pareil, accrochez-vous 2 minutes et après ce sera bon. Un NFT, c'est juste un actif numérique identifié, unique, sur la blockchain. C'est n'importe quoi, un actif numérique, n'importe quoi, sur la blockchain, donc avec toutes les caractéristiques de la blockchain, qui est identifié. On va dire numéroté pour simplifier. C'est pas exactement ça, mais on va dire que si je vous donne 1 euro et que vous me rendez 1 euro de votre porte-monnaie, je m'en fiche que ce soit le même. L'euro a la même valeur. Si par contre je vous donne l'euro qui est daté du jour de ma naissance et que mon parrain m'a offert, je veux pas que vous me rendiez n'importe quel euro. Dans le premier cas, c'est fongible. Dans le deuxième cas, c'est non fongible. C'est tout. C'est une ligne de code d'une norme ERC21 qui a été rajoutée au code de la blockchain qui permet à un actif numérique de ne pas être copié, de ne pas être substitué, de ne pas être divisé. Cela devient donc un certificat d'authenticité. C'est tout. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'était qu'un NFT? Très bien, basta. Et un smart contract, c'est juste un programme qui est mis sur la blockchain et qui est automatique. Comme tout est décentralisé, sécurisé, tout ça, en fait, on fait un contrat. Je parlais de l'assureur avec l'avion qui arrive en retard. Eh bien ça, c'est un contrat entre l'assureur et moi. Je le mets en smart contract. Donc en gros, je laisse au robot, le mot fait peur, je laisse à la blockchain et au programme le fait qu'il va automatiquement s'appliquer. Il va régulièrement demander au monde, on appelle ça un oracle, où en est la vraie vie, et quand il voit que l'avion est arrivé en retard, automatiquement, il rembourse, bam. Il y a déjà des loyers en Amérique qui fonctionnent comme ça. Vous mettez l'immeuble sur la blockchain, vous possédez 2% de l'immeuble, et à chaque fois que le locataire paye, vous avez immédiatement, sans passer par un intermédiaire, les 2% du loyer. Ça, c'est un smart contract. C'est juste un contrat où on a enlevé la centralisation humaine, il est donc devenu intelligent. Ok. Maintenant, pourquoi l'art s'est intéressé à ça? Pourquoi ça a fait autant de bulles spéculatives, autant de bruit dans le domaine de l'art? Parce que l'art numérique avait, a priori, on va voir que ce n'était pas vraiment le cas, mais a priori un souci, qui est de pouvoir être copié. Je fais un tableau. À moins d'avoir un copiste incroyable, ce tableau est unique. Et donc, il va avoir de la valeur. La valeur vient de la rareté de l'objet artistique. Donc, le tableau, je peux vous le vendre. Il est physique. Il peut y avoir des lithographies, mais ce ne sera jamais le tableau. Maintenant, si j'étais artiste numérique et que je faisais un super JPEG, une image, si je vous l'envoie par mail, vous recevez l'image et j'ai toujours l'image sur mon disque dur. Donc l'image est en double, elle n'est plus rare, elle perd de sa valeur. Le NFT permet de dire non, 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 j'ai beau copier l'image, je ne peux pas copier un NFT, souvenez-vous, le NFT n'est pas copiable. J'ai juste copié la représentation de l'image et pas l'image. Donc je peux vous envoyer par mail mon image, mais je reste propriétaire du certificat d'authenticité. Cette idée a fait boom un peu dans le marché de l'art, et beaucoup chez des artistes qui voulaient rentrer dans le marché de l'art. Et qui se sont dit, génial, je peux rendre marchandisable ce que je suis en train de produire en disant que c'est un NFT. Le marché de l'art étant un marché
assez peu liquide quand même. C'est-à-dire que, alors, les marchands d'art vous diront que le marché est très liquide et qu'il y a beaucoup de gens pour acheter des œuvres d'art. La réalité est qu'il est quand même, ça reste un petit marché. Je ne sais pas combien de gens ici sont des collectionneurs avec des œuvres d'art chez eux, mais pas des masses. On est sur un marché petit. Donc forcément, tout le monde s'est précipité vers la possibilité de créer d'un seul coup des milliers et des milliers d'œuvres qui s'appelaient œuvres d'art parce qu'elles devenaient marchandisables. Sentez bien le paradoxe, parce qu'on va y revenir plusieurs fois dans la conférence, de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu marchandisable grâce à la nouvelle technologie. La question, c'est est-ce que c'était de l'art avant? Est-ce que c'est devenu de l'art parce que c'était marchandisable? Est-ce que l'image que je faisais sur Photoshop était une image artistique? Ou est-ce que c'était juste une image qui est devenue une œuvre d'art parce qu'elle pouvait être sur le marché? Quelle est la différence entre une œuvre d'art et un design? Quelle est la différence entre une œuvre d'art et un goodies? Pendant 2 ans, ça a été le bordel. Ça a été le Far West. La bulle a complètement explosé. Néanmoins, il y a un intérêt caché dans les interstices de cette difficulté spéculative. Il y a eu, en gros, 2 vagues d'art qui se sont développées. Le crypto-art et l'art numérique. Alors, le crypto-art, et je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il y a des gens qui en parlaient beaucoup mieux que moi, tu vois, je t'avais dit que je le placerais, dont des gens qui ont écrit des livres sur le sujet. Ma définition, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais ma définition du crypto-art, on va aussi y revenir plusieurs fois. Je suis obligé de prendre par tous les angles, puis à la fin, vous comprendrez tout d'un coup. Ça se réunira. Le crypto-art, c'est l'art qui parle aux gens de la crypto. Ça ne veut pas dire de l'art en NFT, en fait. D'accord? Tout comme l'art numérique, ça ne veut pas forcément dire de l'art en NFT. C'est-à-dire que quelles que soient ces 2 vagues-là, le crypto-art, là vous avez les CryptoPunks qui sont les premiers historiquement. Il y en a un à Pompidou, on va en parler aussi. C'est la première collection qui est on-chain, c'est-à-dire qu'elle est directement sur la blockchain. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est une collection particulière qui a beaucoup fait parler. Vous avez forcément vu les images de singes qui se sont vendues à des millions. Je n'en ai pas mis. On appelle ça des PFP, Profile File Picture. Toutes ces choses-là, j'en parle pas ici. On est bien d'accord que je ne juge rien, je ne donne pas mon avis sur ça. On n'en parlera pas. De la même manière qu'on ne parlera pas de ce qui est beau ou pas beau. C'est pas à moi de dire ce qui est beau ou pas beau. C'est pas à moi de dire ce qui est de l'art ou pas de l'art. Je suis en train de vous emmener à un endroit que je pense est un endroit pas encore exploité, un endroit encore méconnu, interstitiel dans la pensée artistique. Donc je regarde ce qui existe déjà. Le crypto-art existe déjà, et c'est un art qui parle, on parlera aussi de la collection que vous avez autour de vous, c'est un art qui parle aux gens qui sont dans la crypto. L'art numérique, c'est quoi? L'art numérique, c'est 1950. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'artistes se sont dit « Oh, génial, les NFT, je vais pouvoir faire des images et les vendre. » Ça fait 73 ans qu'on fait des images et qu'on les vend. Et on n'avait absolument pas besoin d'un NFT pour ça. C'est là où il y a ce paradoxe incroyable d'un univers, d'un monde de développeurs, de crypto-artistes, d'artistes, qui ont vu qu'avec les NFT, ils pouvaient vendre facilement sur un marché beaucoup plus liquide que le marché de l'art. Ils pouvaient hacker le système, ils pouvaient directement toucher le consommateur. Mais il y a un endroit qui n'a pas été suffisamment à mon goût expliqué, c'est que c'était pas nouveau. En fait, ça fait 73 ans que l'on vend des fichiers numériques, sauf que le certificat d'authenticité, c'est un bout de papier qu'on met avec, et ça marche très bien. C'est juste que le bout de papier n'est pas un NFT. Et je vous promets que la plupart des galeristes qui ne veulent pas toucher au NFT en disant non, et je pense beaucoup à Matisse qui est le marchand des marchands d'art aujourd'hui en France, qui s'occupe de pouvoir aider les particuliers à acheter des œuvres, ne veut pas toucher au NFT en disant pourquoi est-ce qu'on vendrait de l'art numérique alors que c'est un genre qui a 73 ans et qui marchait très très bien sans, donc il n'y a aucune raison. Ben Lapowski, donc ça c'est un oscilloscope, alors il s'est amusé à tourner les boutons, et puis l'oscilloscope a créé des images, et puis les images il les a imprimées, puis il les a vendues.
Ça valait des milliers de dollars chaque tirage et chaque œuvre était unique. Alors c'était pas encore un fichier, on va y venir après, c'est arrivé petit à petit, mais l'art numérique est daté de cette époque-là. La première œuvre sensitive, 1956, j'aime beaucoup celle-là. C'est un robot, c'est la première fois qu'une œuvre était de l'art génératif. Il s'appelle CYSP1, CYSP, et en fait c'est un robot sensitif. Le S est sensitif, les autres je sais plus. Ça veut dire que suivant les couleurs, les bruits que l'on fait autour et les mouvements, le robot sent le monde autour de lui et va se modifier et créer des formes au mur différentes. Donc on considère que c'est de l'art génératif. C'est la première fois qu'un robot percevait le monde extérieur. C'est toujours exposé, ça fait le tour des musées comme étant le premier art génératif. Donc forcément, quand aujourd'hui je vois dans le monde de la crypto l'explosion de l'art dit génératif comme étant nouveau, je fais wow, nouveau de 67 ans. Ok. J'ai pas mis d'image pour Iliac Suite, mais je pouvais pas m'empêcher de le mettre. C'est la première œuvre composée par ordinateur. Donc c'est un quatuor à cordes qui doit jouer live en improvisant sur un ordinateur qui lui-même improvise. Ça s'appelle Iliac, vous allez sur YouTube, vous trouverez différentes performances, ça joue encore régulièrement, c'est la première musique générée par algorithme. 1957. Donc à quel moment va-t-on trouver une nouveauté dans les nouvelles technologies et un nouvel usage alors que ça commence à dater, en tout cas pour tous les institutionnels qui sont calés dans le domaine. L'idée, là je le répète, est de faire se rencontrer deux mondes, un monde calé dans la technique, un monde calé dans l'art. Le discours n'est pas toujours accordé là-dessus. Première œuvre visuelle générative, 1971. Cette peinture a été faite par ordinateur. Je ne suis pas en train de juger si c'est beau ou pas, je dis juste que c'est la première peinture générée par ordinateur. C'est la seule information que je vous donne. Harold Cohen 111, il en a fait mais des masses. Et il a énormément joué avec toute une série sur les pixels, donc pixels blancs sur fond noir, pixels noirs sur fond blanc, etc. C'est de l'expérimentation, c'est dans les musées. Et ça s'achète très cher. Et ce sont, depuis je crois 90, ce ne sont plus des impressions, ce sont des fichiers. Harold Cohen ne se fatigue plus à imprimer sur toile les œuvres qu'il fait. Il fait des JPEG, il les vend avec un certificat d'authenticité. 20 ans avant les NFT. Je vous ai mis ces deux. Alors, tout ça sont les genres d'art numérique qui sont apparus au fil des années. Le dernier, c'est l'art VR, réalité virtuelle. La plupart des gens disent 2003. Donc là encore, bien avant l'arrivée de la blockchain. En vrai, la première œuvre artistique de réalité virtuelle date de 1989. Jeffrey Shaw est le premier à avoir mis... alors c'est tout simple, c'est un gars qui pédale devant un écran et en fonction de comment il pédale, l'image va changer et ça lui donne l'impression. Alors aujourd'hui, on fait tout ça en salle de sport, mais à l'époque, c'était une œuvre d'art. Et c'est toujours exposé à New York. C'était la première fois qu'une œuvre en réalité virtuelle était faite. Et elle posait la question de la perception. Le principe... Là encore, je ne vais pas faire une conférence sur qu'est-ce que l'art. C'est un petit peu trop complexe pour être traité en 1 heure et de toute façon, on ne sera pas d'accord à la fin. Ma vision, en tout cas ce qui moi va m'attirer, c'est ce qui va faire pop dans la tête. C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que on me hack le cerveau? À quel moment on me fait penser à quelque chose de nouveau? À quel moment on me fait ressentir quelque chose de nouveau? Et à quel moment on me parle du monde d'un angle nouveau? Allez, je viens de vous définir ma vision, c'est fait, on passe à autre chose. Vous aurez chacun la vôtre. En tout cas, la conférence va parler de ça, évidemment. J'ai mis aussi Muntadas par rapport à File Room, qui est une installation numérique. En fait, le programme, on pouvait rentrer dans la salle. On peut toujours, elle existe toujours cette salle. On rentre dans la salle et en fait, c'est un logiciel qui est relié au monde extérieur. C'est le premier oracle qui, à l'époque, était rentré à la main. Donc, c'était pas vraiment un oracle. Aujourd'hui, c'est un oracle, donc il est automatique et il grandit de manière automatique. Et en fait, il recense toutes les fois où il y a eu hackage, où il y a eu fake news mondiale. Déjà en 94, et l'idée était de donner une salle d'information sur la liste des fichiers des mésinformations. On est donc sur une méta-information. Ça a fait beaucoup parler. En 94, c'était pas encore le sujet.
Aujourd'hui, malheureusement, c'est le sujet principal. Donc l'œuvre d'art est devenue moins importante parce que moins novatrice, mais elle existe encore. The File Room de Muntadas. Donc l'art numérique, je le redis, existe depuis 73 ans. Donc je repose la question, à quel moment et à quel endroit est-ce que les smart contracts, qui ont vu quand même une bulle spéculative gigantesque avec des œuvres vendues à des dizaines de millions de dollars, à quel moment, à quel endroit cérébral et intellectuel est-ce qu'une nouvelle forme d'art qui va mériter d'être dans les musées, les institutions et donc valoir quelque chose, bien sûr d'un point de vue financier, mais d'un point de vue intellectuel, pour les décennies à venir et dans les livres d'histoire, étant donné que l'art numérique, lui, est déjà dans les livres d'histoire depuis 73 ans. Il y a un vrai sujet. Je me suis amusé et j'ai revérifié cette nuit pour être sûr que ce tableau était toujours vrai. Ce sont les marketplaces principales où on peut acheter des NFT sur Internet. Curation ou pas curation, très bien. Est-ce que on est autre chose que des simples images? Il y a des marketplaces où on ne peut faire que des images ou des musiques ou quelques vidéos. Et globalement, les fichiers autorisés sur les marketplaces, donc les fichiers autorisés pour faire des actifs numériques, vendables et marchandisables, sont limités à ces extensions-là, c'est-à-dire des images, des musiques ou des vidéos. Or, les installations numériques, et on va y venir, datent de plus de 100 ans. Et là, on est extrêmement limité en fait. On revient aux Frères Lumière, on est en train de faire un copier-coller d'un ancien art sur lequel on met un certificat d'authenticité, alors que cet art existe depuis des décennies et qu'on avait déjà des certificats d'authenticité dessus. Donc, à quel moment les smart contracts vont devenir une nouvelle forme d'art? Et pour arriver à la réponse à cette question, parce que j'en ai une, il va falloir qu'on fasse un nouveau détour. L'art conceptuel. Vous connaissez tous Duchamp, donc il y aura une photo de la fontaine de Duchamp, je vous la promets. Et vous aurez droit tout à l'heure à un cocktail conceptuel en hommage aux plus grands artistes conceptuels. Je vous promets, ici. Mais il n'y aura pas d'urinoir au cocktail, je vous le promets. Mais on y a pensé. Mais on ne l'a pas fait. Qu'est-ce que l'art conceptuel ? Wikipédia, notre cher ami. L'art conceptuel est l'art où c'est l'idée qui est prédominant sur la valeur de l'œuvre. Tout est dit. C'est pas l'apparence, c'est pas la beauté de l'œuvre, c'est l'idée. Sol Lewitt, l'idée devient une machine qui fait l'art, et j'aime beaucoup André Gide, que je vais redire en français, l'art n'est qu'une idée qui a été exagérée. L'art n'est qu'une idée qui a été exagérée. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, c'est simple, l'art conceptuel, c'est l'art où c'est l'idée qui a de la valeur. Avant la célèbre fontaine de Marcel, le premier, alors officiellement, là encore, on est bien d'accord que, alors vous pouvez lire les bouquins de Breton, vous pouvez lire un bouquin génial qui s'appelle Les Anartistes, et je vais en parler dans 2 secondes juste après. En fait, on joue avec l'art conceptuel depuis 1850 environ. Mais un jour, Marcel Duchamp, en 1913, cette photo a été prise bien plus tard, il n'avait pas cette tête-là en 1913. C'est à Beaubourg, hein, cette œuvre-là est à Beaubourg, a fait la roue de bicyclette sur le tabouret, on appelle ça un ready-made. Il a décidé qu'on pouvait prendre un objet du quotidien, décréter que c'est une œuvre d'art, donc c'est une œuvre d'art. Il a pris le postulat que l'intention était prédominante à la réalisation. 1913, tout le monde s'est fichu de lui. 1917, il s'est ramené à la foire de Paris où chaque artiste pouvait ramener une œuvre de son choix. Il a fait OK, j'amène un urinoir. Et on a essayé de lui refuser l'entrée. Et il a fait bah non, je décide que c'est une œuvre d'art, j'ai le droit d'amener l'œuvre de mon choix, donc j'amène cet urinoir couché. Énorme débat, ils ont été obligés de le laisser rentrer, ça a fait les gros titres, ça a fait l'histoire.
On est aujourd'hui, je crois qu'il y en a 7 dans le monde qui valent plusieurs millions d'euros chacun. Alors il y a celui qui est dans un sens, il y a celui qui est laqué or, alors il est un peu plus cher, il y a celui qui est peint, etc. En fait, on est bien d'accord que... Enfin, on est bien d'accord. L'objet en tant que tel n'a pas de valeur. Ok ? C'est pas vintage. L'objet a de la valeur parce qu'il a marqué l'histoire. L'objet a de la valeur parce que l'idée de décider qu'un objet du quotidien pouvait être considéré comme œuvre d'art uniquement parce que quelqu'un un jour dans le monde l'avait dit, c'est ça qui vaut de la valeur. Et aujourd'hui, quelqu'un se ramènerait avec un urinoir dans une galerie, ça ne vaudrait rien. Il faut rajouter, même avec un ready-made tout court, ça ne vaudrait rien. Il faut rajouter quelque chose. Et là, on touche du doigt un point important. Les œuvres d'art, et on va passer en revue l'art conceptuel pendant un siècle, se répond de l'œuvre précédente. On ne peut pas être artiste contemporain, c'est-à-dire artiste d'aujourd'hui qui parle d'aujourd'hui, si on ne connaît pas l'art d'hier. Et c'est aussi un énorme souci qu'on rencontre chez beaucoup d'artistes. Et moi le premier, quand je fais quelque chose, j'ai toujours l'impression d'avoir inventé un truc. Moi j'étais au conservatoire, à 14 ans, mon prof de piano m'a dit « Tiens, on va mettre du texte entre les morceaux. » Waouh! On met du texte entre les musiques. J'avais l'impression d'avoir inventé le théâtre musical. Puis j'ai appris qu'il y avait Broadway, ça existait déjà. Mais à 14 ans, j'avais vraiment... Mais on faisait des réunions parce que mes profs ne connaissaient pas non plus. Donc on avait vraiment l'impression d'avoir touché un truc incroyable. On peut parler entre les musiques. Il y a des gens qui sortent encore aujourd'hui des ready-made et qui n'arrivent à les vendre que des gens qui ne savent pas qu'en fait ça a été fait depuis 1917. Mais même Duchamp était un plagieur. Ouh, je l'ai dit. 1897, Alphonse Allais. Alors Alphonse Allais, que j'adore, qui faisait énormément de blagues et qui, avec un groupe de copains qui s'appelait les Anartistes, faisait des fausses expositions. C'était chez Breton, et Breton prêtait son salon et il faisait des fausses expos. Et il se foutait de la gueule de l'art de l'époque qui commençait, alors on est sur la période pré-impressionniste, on commençait à faire des essais. Et en fait, ils ont inventé l'art conceptuel, sauf qu'ils le faisaient en rigolant. Donc Alphonse Allais, un jour, a exposé pendant cette fausse exposition. C'est un volet de fiacre. C'est juste en fait les volets verts qu'on met à la fenêtre des fiacres de l'époque. Il l'a sorti du fiacre et il a appelé ça des souteneurs encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe. Et il a fait, c'est un ready-made. C'est lui qui a inventé ça. C'est une œuvre toute faite. Les gens ont bien rigolé, ça a fait parler, on a les articles de journaux de l'époque, 1997. Et puis 20 ans après, les gens avaient oublié. Et la différence, on dit toujours, enfin on dit, moi j'entends dire souvent et je le dis moi-même, la différence entre Duchamp et Allais, c'est que Duchamp, lui, il n'a pas rigolé. Il a fait non, moi c'est vrai. Alphonse Allais, il a fait ouais, ça va, je déconne. Et Duchamp, il a fait non, ça c'est de l'art. La différence entre l'art conceptuel et la rigolade, c'est peut-être juste le manque d'humour à un moment donné. Duchamp avait énormément d'humour. Duchamp avait un humour de fou, il a écrit des bouquins entiers, il a théorisé l'art du jeu de mots. J'adore ce mec. Il a carrément listé tous les jeux de mots existants et il les a listés par type d'adjectif, type de grammaire et tout. Il y a un bouquin entier là-dessus, c'est génial. C'est un peu autant complexe que le Tractatus de Wittgenstein, c'est dur à lire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc en fait, il était drôle. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il a pris au sérieux et il a demandé à ce qu'on prenne au sérieux cet art conceptuel-là. Donc c'est le début de l'art conceptuel dans le monde. Je vous ai mis vraiment les gros, les plus connus, les plus importants. Le Bleuclin, le premier Bleuclin, c'était 1960. Est-ce que ce bleu est beau? Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Enfin si, j'ai le mien. Oui, il y a une vibration particulière qu'à chaque fois que je vais voir un des Bleuclins partout dans le monde. Est-ce qu'il a une vibration particulière parce qu'effectivement c'est un bleu particulier, ou est-ce qu'il a une vibration particulière parce que je sais que pour la première fois au monde, un artiste a déposé une couleur. Il a décidé que cette couleur serait la sienne et que personne ne pourrait l'utiliser sans lui payer des droits. L'idée, elle est là. La valeur du Bleuclin n'est pas dans le bleu. Faut arrêter. La valeur du Bleuclin, elle est dans l'idée de rendre la couleur propriétaire. De rendre la couleur propriété de quelqu'un.
Ce qui n'a rien à voir avec les monochromes, qui sont une autre manière de considérer l'œuvre. Donc ça, c'est un des soulages, un des multiples soulages. Je vais pas faire 1 heure non plus sur soulage, mais c'est pour ouvrir tout doucement la tête vers une manière de réfléchir. Hein. Je fais ça pour vous montrer ça. Quiconque s'est retrouvé devant un vrai soulage, franchement, il se passe quelque chose. Alors oui, on va passer des heures à dire oui, parce que dans la vibration, il y a des nuances de noir. Ouais. C'est un plagieur, soulage. Parce que Paul Billaud, c'était un copain de Breton et d'Alais. Et dans leurs expositions à la con qui s'appelaient Les Anartistes, il y a Paul Billaud qui a sorti un monochrome noir qui s'appelle Combat de nègres pendant la nuit. Le premier soulage, là j'ai mis l'outre noir parce qu'il est un peu plus rigolo, mais le premier soulage, c'est le même que Combat de nègres avec le cadre en moins. Hein. Mais l'intention n'est pas la même. Dans le premier cas, c'était pour rigoler avec les copains. Dans le deuxième cas, c'est pour dire non, la couleur. Et ça a de la valeur. Ça a de la valeur de se demander quelle est la force d'une couleur. Là encore, on pourrait passer des heures sur le travail de la couleur. C'est pas le sujet, c'est juste pour vous donner les points historiques les plus importants. Mon préféré, évidemment, c'est Magritte. J'ai même fait une conférence sur Magritte un jour. Des copains qui s'en souviennent. Alors, il y en a plein. Hein. Ceci n'est pas une pipe, c'est le plus connu. Mais il y en a 18 en tout, répartis par groupe de 3. Et le titre, c'est La trahison des images, La trahison des images 2, La trahison des images 3. C'est le titre qui est important, évidemment. Et en fait, Magritte est considéré comme un précurseur de Joseph Kosuth, qui, pour le coup, est allé un peu plus loin. Il a fait, oui, ok, c'est rigolo, d'accord, c'est rigolo, et ça fait des super lithographies à accrocher chez soi, et en vrai, c'est important. L'œuvre de Magritte est majeure, d'accord. Maintenant, il faut aller plus loin, et c'est ce que Joseph Kosuth a fait, et quand vous ouvrez des bouquins d'art contemporain, c'est cette image-là qui apparaît comme étant la plus représentative de l'art contemporain. Donc, ceux qui sont au fond peuvent se lever. C'est 1 et 3 chaises, 1 and 3 chairs. Qu'est-ce qui est la chaise? Est-ce que c'est la chaise? Est-ce que c'est la représentation de la chaise? Est-ce que c'est la définition de la chaise? Même avant Aristote, on se posait déjà la question. Ce n'est que la suite de la réflexion de la représentation du monde. Donc en gros, l'art conceptuel est là pour se poser des questions sur l'art lui-même. Ce serait ça la définition de l'art conceptuel. Il était en vente. Il était en vente il y a 3 mois et je n'avais pas sur mon assurance vie les 12 000 €, parce que je vous promets que je l'aurais acheté. Il valait 12 000 € et je suis tombé fou amoureux. Donc si quelqu'un veut me faire un cadeau pour Noël, personne ne l'a acheté, il est encore chez Christie's. Enfin, il est chez le propriétaire et donc il suffit de contacter le Christie's qui est vers le métro Rome et vous me l'achetez, vous cotisez pour me l'acheter. C'est 12 000 €. Donc je pense que vous pouvez l'avoir plus bas vu que personne ne l'a acheté. Je rêve d'avoir ça. J'en doute parce que quand j'ai 10 ans, ma première expérience artistique, c'était une expo de Ben à Montpellier. Ben, c'est pas que les cahiers de texte avec le texte marqué dessus, même c'est cool aussi. Mais Ben, c'est tout un pan qui aujourd'hui est décrié par la nouvelle vague en disant oui, c'est ringard. Bah, c'était tellement pas ringard en 62 en fait. Et moi, j'ai un gosse de 10 ans, je vois plusieurs œuvres, je suis épaté par ça, dont celle-là. En fait, en 62, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, en 61 pour être exact. En 61, il a pris du plexi. Il habitait à Nice. Il habite toujours à Nice, il n'est pas encore mort. Il habite toujours à Nice. Il a pris du plexi, il l'a posé sur la promenade des Anglais et il a dessiné la ligne d'horizon. Et il a vendu ce plexi qui s'appelle ligne d'horizon. Ok, jusque-là, tout va bien. C'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. On prend un plexi, on dessine la ligne d'horizon, on la vend, c'est la ligne d'horizon. Et puis, en fait, il a demandé à ce qu'on le prenne en photo, et il a créé un montage photo, et l'œuvre d'art qui est ici, c'est le process. C'est-à-dire qu'en fait, il explique, description, déclarer que la ligne d'horizon est une œuvre d'art, la désigner, la mettre en vente, et on a les étapes en photo. Et donc ça fait 70 par 70, et j'adore. Voilà, 12 000 €. On est d'accord que c'est cool. Je donne toujours l'exemple d'un ami, il n'a pas pu être là ce soir, sauf si je ne l'ai pas vu, Laurent de Robert, artiste contemporain que j'adore, absolument. Laurent qui vend des soirées interactives, où il écrit des équations en fonction de ce qui se dit dans la soirée. Donc il est ancien prof de maths, donc il écoute la soirée, puis il écrit des équations, il appelle X, Y les gens, Z, et il écrit des équations. Et puis ensuite, en fait, il vendait le tableau
Donc voilà, je crois que c'était 5 000 €. Il vendait, c'était la performance, parce qu'à la fin du dîner, il expliquait les équations, il vendait ça 5 000 €, les gens avaient le tableau. Puis en fait, il est passé au stade suivant. C'est pour pas avoir à payer un tableau à chaque fois. Maintenant, à la fin de la soirée, il explique ce qui se passe. Il prend un chiffon, il efface tout et il vend le chiffon qui contient la craie de l'expérience. Et le chiffon vaut 10 000 €. J'adore. Ma deuxième œuvre préférée, je vais accélérer un peu, Seal Flyer 99, elle est au Tate à Londres. À chaque fois que je vais à Londres, je vais au Tate que pour celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que c'est une œuvre d'art? Je vais zoomer un peu. C'est un ticket de caisse du Monoprix du coin, enfin du COP quoi. D'accord? C'est juste un ticket de caisse, c'est un vrai ticket de caisse. Le titre, c'est « Est-ce que la couleur peut être une idée ?» Il s'est amusé à acheter tous les éléments blancs du magasin. Il a vérifié un par un tous les éléments pour être sûr qu'ils étaient réellement monochrome blanc et dire plutôt que de faire un monochrome blanc, je vais acheter les monochromes blancs et je vais exposer le ticket de caisse de la preuve que j'ai acheté un monochrome. J'adore. Ça fait pop dans la tête. Si vous n'êtes pas emmené, si vous ne lisez pas, imaginez, vous passez dans le Tate rapidement, sans lire les notes d'intention, et vous voyez ça, vous ne comprenez pas, on est bien d'accord, ça n'a aucun intérêt. Et puis même si vous lisez la note d'intention, vous faites « ouais ». Sauf que ça fait une demi-heure que je vous parle de trucs, qu'on avance sur un endroit cérébral qui, moi, m'intéresse et qui, j'espère, va vous intéresser. Et d'un seul coup, on fait « ouais, ok, ça a du sens ». Ça a du sens parce que c'est Klein plus. C'est la version augmentée de la couleur en tant qu'art. Bon, vous connaissez. 120 000 € la banane et le Chatterton. Sachant que la personne qui achète ça, il y en a eu 4 dans le monde. Il y a 2 musées, 2 particuliers, chacun pour environ 120 000. Ça a fait beaucoup parler parce que régulièrement, il y a quelqu'un qui décroche la banane et qui la mange. Ouais, super. C'est évidemment voulu. C'est évidemment normal. Est-ce que l'art se consomme? Quel est le rapport à la consommation de l'œuvre d'art? Est-ce que l'œuvre est dans le fait qu'il y a une banane? Sachant que chaque personne qui achète ça, 120 000 €, donc il y en a eu les 4, en fait ils ont un certificat, bien sûr, mais ils ont surtout le détail. Il faut prendre une banane de telle taille environ, un bout de Chatterton gris de telle taille environ, le poser à tel angle. Là encore, c'est pas que c'est drôle, c'est que ça repose la question de cette œuvre d'art. J'ai le certificat, je peux la reproduire, je n'ai pas besoin de l'artiste. Parce qu'une fois que la banane est pourrie, je rachète une banane, je rachète du Chatterton et l'œuvre d'art revit. Et si quelqu'un dans le musée s'arrête et la mange, ce qui arrive tous les 2 mois dans les musées où elle est exposée, eh ben on remet l'œuvre. Et c'est pas un problème. Et c'est justement pour cet acte-là que cette œuvre qui s'appelle Comédien, c'est génial. Elle s'appelle comme ça parce que justement, elle vient reposer les questions de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, pourquoi on expose un truc à un musée. 1,4 million la fille au ballon, c'était Banksy bien sûr. Elle était estimée à 1,4 million, elle a été adjugée à 1,4 million. Au moment où on adjuge 1,4 million, un mécanisme dans le cadre déchire la toile devant tout le monde. Ha ha ha. Comme par hasard, le commissaire-priseur a eu le temps d'aller éteindre le disjoncteur. Ha ha ha. Et l'œuvre a été vendue dans la foulée 8 millions. Passons. Moi j'adore. Évidemment que j'adore. Salvatore Gaoro. Et après on a fini avec le bout d'histoire, mais c'est nécessaire parce que je vais vous expliquer comment est-ce qu'une idée peut se dupliquer dans le temps et créer un nouveau genre. On est sur du 15 000 €, c'est pas très très cher. C'est une sculpture invisible. Donc vous la voyez pas, mais vous voyez l'embase de la sculpture. Ok? Donc quelqu'un l'a acheté, et donc il est parti avec les dimensions du Chatterton, et il doit faire le carré de Chatterton, qui est le respect. Mais en vrai, c'est ouf, en fait, en soi. C'est sacraliser un espace chez soi et décider que cet espace est une œuvre d'art, va réveiller du beau, un regard sur le monde. Est-ce que c'est la vacuité du monde, blablabla, bla, bla. Ça a fait énormément parler. Puis c'est pas très cher, 15 000 € pour 4 bouts de Chatterton. Là encore, l'arrivée de cette œuvre-là, elle existe, mais elle existe depuis bien avant. Tom Miller a fait une sculpture invisible. La différence, c'était l'éclairage, parce qu'en fait, elles ont toutes une différence, ces œuvres invisibles. Là, elle était très 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 mise en valeur.
J'en ai plein. J'en ai une de 66 qui s'appelle le show de l'air climatisé. En fait, vous rentrez dans une salle et l'œuvre d'art, c'était sentir la clim. 1989, exposition avant son existence. C'était le nom de la galerie, donc il n'y avait rien. 2000 de Martin Creed, lumière qui s'allume et qui s'éteigne, sauf qu'en fait, elle s'éteigne que quand il n'y a personne dans la salle et elle s'allume quand il y a quelqu'un. Ben non, mais en fait, tous, on rigole, mais en vrai, je vous promets que vous rentrez dans ces salles-là, vous faites... Ouais, ça, en fait, ça vient réveiller. Je ne vais pas prendre une heure sur chaque œuvre. Je pourrais prendre une heure sur chaque œuvre. Je pense que vous voyez qu'on peut prendre une heure sur chaque œuvre et s'élever quelque part. Le labyrinthe invisible, je l'adore celui-là. En fait, ça c'est un vide en 2005, sauf que lui par contre, elle s'appelle labyrinthe invisible. Vous rentrez dedans, vous vivez complètement autre chose. Vous êtes dans un labyrinthe invisible. C'est ouf. Même Andy Warhol a fait le sien. Ça, c'est la sculpture invisible de Warhol. Et le premier à avoir fait du rien, c'est Yves Klein, 58. Évidemment, on y revient. Donc en fait, Salvatore Iono, qui a défrayé la chronique en 2021 en vendant ses 4 bouts de Chatterton, ne faisait que répéter quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qui à chaque fois va vibrer un peu différemment. Il y a même une pièce de théâtre sur cette exposition qui s'appelle L'affaire du Sar, qui a été interprétée par Jacques Mougenot, qui a joué des centaines de fois, qui parle de cette exposition sur le vide, en faisant croire à tout le monde à la fin que c'était une arnaque. Et en fait, c'était pas une arnaque. En fait, il parle réellement d'une exposition qui a eu lieu. Et le livre de l'exposition était un livre blanc, bien évidemment. Bon. J'avance en vous montrant une BD que vous pourrez lire chez vous, L'art invisible de Scott McCloud, qui définit les étapes du processus artistique. C'est une méta-BD, c'est pour ça que je l'aime aussi, c'est une BD qui parle de la BD, qui explique qu'il y a 6 éléments dans la création d'une œuvre d'art. L'idée, la forme, le langage, la structure, le matériau et l'apparence. J'ai volontairement traduit parce que ce sont des mots qui peuvent être traduits différemment. Je vous les traduis tels que je les conçois et les perçois. Je ne détaille pas. Vous pourrez lire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque artiste, à un moment donné, quand il crée, se place à un de ces endroits. Ce qui rend l'artiste maître de son art, et ceci n'est que mon avis, mais partagé par beaucoup, et surtout les institutions, qui sont celles qui décident de la valeur des choses, avant ceux qui achètent. L'artiste maître est celui qui rentre par où il veut, mais qui est capable, a posteriori, de définir les 6 couches de son art. Si on n'est pas capable, après avoir écrit une pièce, composé une musique, peint un tableau, ce que vous voulez, en forme d'art, vous devez savoir quelle est l'idée derrière, le but. À quel endroit est-ce qu'on fait bouger les gens, voir le monde? Pourquoi j'ai choisi cette forme d'art? Pourquoi est-ce que j'ai choisi une pièce de théâtre ou une peinture? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce langage? Pourquoi est-ce que j'ai choisi une pièce de théâtre parlée ou une pièce de théâtre chantée? La structure, quelle est la dramaturgie derrière? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris tel matériau? Ou quel style musical? Et est-ce que c'est joli? Pour moi. Est-ce que ça réveille quelque chose? Je ne détaille pas tout ce que fait Scott McCloud, il le fait bien mieux que moi. Vous pourrez lire ce livre que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque, L'art invisible, en français. L'art invisible. Et la plus grande question derrière ces 6 étapes, est-ce que l'artiste, et c'est là où on est arrivé à l'art conceptuel, veut parler du monde ou est-ce qu'il veut parler de l'art lui-même? Auquel cas, il fait ce qu'on appelle du méta-art. Et surtout, est-ce que l'artiste a quelque chose à dire? Et s'il n'a rien à dire, est-ce qu'il ne ferait même pas mieux de se taire? En gros, la théorie de McCloud, qui est celle que je défends bien évidemment, c'est qu'on a toujours tendance à regarder la surface. À regarder les surfaces, c'est pas que l'apparence, c'est aussi les médias, c'est aussi la manière dont on parle de l'art aujourd'hui, et on en oublie d'aller regarder l'idée, et que quand il n'y a pas d'idée, la pomme est creuse. Voilà, je vous laisse la métaphore fonctionne très bien, et je l'aime beaucoup. Mais donc, nos NFT, à quel endroit se situent-ils dans nos 6 couches de la pomme? Est-ce que le NFT, c'est l'apparence?
Est-ce que c'est le matériau? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est la forme? Ou est-ce que c'est l'idée? Je pense que la réponse à cette question telle que moi je le conçois, vous l'avez déjà comprise. C'est pour ça qu'on va parler d'une nouvelle forme d'art, l'art crypto-conceptuel. Il y a des méta-livres, il y a des méta-films, il y a du méta-théâtre. Appelons un méta-NFT, un NFT qui sait qu'il est un NFT. C'est-à-dire un NFT qui n'aurait jamais pu exister avant que la technologie existe. Et là, on est en train de balayer 99,9% de la production. Et on va se concentrer sur ça, parce qu'il y en a. Et c'est peut-être là que les smart contracts deviendront une nouvelle forme d'art. Quelles sont les caractéristiques du smart contract? On l'a dit. Sa contemporanéité, on parle d'aujourd'hui, d'une technologie qui est en train de changer le monde. Dans 40 ans, ce ne sera pas la même définition, mais aujourd'hui, c'est ultra contemporain. On parle de sa valeur de certificat, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé bien évidemment, c'est un certificat. On va parler de son dynamisme et de son comportement. On a parlé des smart contracts qui réagissent au monde avec les oracles, donc ils permettent une mobilité. Et on va parler du rapport au contrat. Dead Beef, j'ai toujours pas corrigé la coquille sur ma coquille, et c'est pas Def Bid, c'est Dead Beef. Dead Beef a créé des œuvres, alors c'est un des premiers, 2021, c'est il y a 2 ans, donc c'était un des premiers. Dingue de se dire qu'il y a 2 ans, c'était les premiers, mais c'était les premiers il y a 2 ans, a fait le premier, allez disons-le, NFT dynamique. C'est-à-dire qu'en fait c'est un NFT qui à chaque fois qu'il se vend, s'abîme. Donc vous avez les différentes itérations d'un NFT et à chaque revente, il se détériore un peu. On est en plein dans le conceptuel. Là où peut-être, à mon goût, Dead Beef aurait pu rentrer plus vite dans l'institution, dans les musées, dans les galeries, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Pompidou alors qu'il mérite largement d'y être? Peut-être parce que l'historicité, le lien avec ça n'était pas assez fait. C'est-à-dire que 1981, déjà, Éric Vattier s'était amusé à dessiner des images et à les photocopier et à vendre chacune des photocopies un peu plus cher que la précédente. On est sur un rapport à la copie qui existe depuis longtemps et Dead Beef, en fait, n'a fait que reproduire via des NFT quelque chose qui existait bien avant que les NFT existent. Ou Ben, ça c'est un autre des Ben, mais lui il n'est pas à vendre, où il s'est pris en photo en train de détruire une œuvre d'art, et l'œuvre d'art c'est lui en photo en train de le détruire. Donc les rapports de NFT qu'on brûle, qui sont un peu la petite mode, mais on y va tout doucement aujourd'hui dans les smart contracts, répondent d'une pensée artistique, donc qui est très très bien. C'est juste que si on fait la filiation culturelle, on a aussi plus de pouvoir face aux grands curateurs et face aux grands galeristes en disant oui ok je fais de l'art numérique sur NFT, mais je me réponds d'une pensée antérieure. La contemporanéité, donc ça c'est vous tout à l'heure que j'ai pris en photo, donc on est ultra contemporain. C'est Kevin Abosch, alors vous pourrez je pense avoir, là c'est l'exposition que vous voyez en ce moment. On est sur un artiste conceptuel, vous verrez surtout, alors par exemple ces deux-là, c'est écrit en LeetSpeak. Le LeetSpeak c'est un langage qui est fait pour n'être compréhensible que des gens qui connaissent le terrain sur lequel on est. Donc en fait, quelqu'un qui est un hacker peut arriver à lire ce qui est écrit. C'est ça l'idée. Donc en fait, on est sur une forme de cryptographie. Il s'est aidé de l'intelligence artificielle pour le faire, et donc toutes les œuvres qui sont là sont un process de hacking. L'idée étant, on se sert du hacking moderne pour hacker le cerveau de soi-même. Et donc, donc là, vous avez toute la série qui est les représentations du hacker. Vous allez avoir toutes ces affiches qui sont faites en LeetSpeak. Vous avez même alors ce qui est drôle, c'est, voilà, oui, vous avez juste des codes Wi-Fi ici, ou la possibilité que n'importe qui vienne hacker son portefeuille. Donc, ce sont des œuvres qui viennent parler du rapport au hacking. Donc, je suis très content que la NFT Factory ait mis une exposition de Kevin Abosch au moment où je parle de l'art conceptuel. C'est bien fait. Je suis content. En face, à Pompidou, Cocorico, on est la seule galerie, enfin le seul centre en France, le seul centre d'art contemporain qui a une exposition permanente de NFT. Tous les autres musées institutionnels dans le monde d'art contemporain ont des salles temporaires, mais n'osent pas les mettre en galerie permanente. Les Français l'ont fait. Donc allez-y.
Au pire, on se fait des visites ensemble. J'ai pas forcément le droit d'être guide là-bas, mais on peut en parler ensemble. Il y a des choses fabuleuses. Il y a John Gerard, évidemment, qui est absolument fabuleux. Il a fait tous les pays du monde avec un algorithme qui reproduit une tache de pétrole. Pour information, pourquoi ça a de la valeur? Parce que ça fait des décennies que les artistes numériques essayent de reproduire les fluides en mouvement. Il y a un vrai débat entre les scientifiques et les artistes. Quand on le sait pas, on se dit ouais, ok, c'est cool, ça bouge. J'ai pas fait la vidéo, mais ça bouge. Ça bouge comme du pétrole sur l'eau. En fait, vous amenez un artiste qui connaît l'art numérique, il voit ça, il fait « Mon Dieu, ils ont réussi à faire l'algorithme » parce que ça fait des années que c'est un sujet. Donc déjà, il faut avoir la culture de ça. Mais ensuite, l'algorithme est pondéré pour que la densité de la couleur corresponde à la pollution de chacun des pays et la forme de la tache de pétrole est la forme du pays. Donc là, on parle d'engagement politique. Et là, on a tout gagné. Et là, on a sa place dans un musée. Aussi simple que ça. Voilà, faites-le. C'est aussi simple que ça. Là, on est sur un art contemporain qui n'a pas besoin d'être un NFT. On pourrait le faire sans NFT. Par contre, c'est un oracle. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de se relier continuellement au monde pour savoir quelle est la consommation tous les mois de pétrole du pays. Donc, il a besoin pas du NFT, il a besoin du smart contract, il a besoin de la technologie qui fait que via la blockchain, l'information est vraie. C'est donc un méta-NFT. Ça marche. Ça rentre dans mon 0,1%. Le Bitcoin, je vais pas passer trop de temps dessus, c'est le logo du Bitcoin qui a été offert par Rob Ness et qui a été vendu pour plein d'argent. Pourquoi? Évidemment, ça fait référence à Andy Warhol qui vendait le signe dollar. Sans la référence, c'est bien beau de vendre un logo en disant oui, c'est drôle, je fais de l'argent avec la représentation de l'argent. Sauf que quand on sait que Andy Warhol a sorti sa planche à billets, 70 000 œuvres, d'accord, Andy Warhol, coté en moyenne à 1 million. Vous comptez le capital d'Andy Warhol, et je crois que c'est 10% de son œuvre, ce sont en fait des dollar signs. Il s'est éclaté avec ça. Le logo Bitcoin en tant que NFT n'est qu'une référence à ça, à la dénonciation de l'art marchand par des gens aussi marchands eux-mêmes. Jonas Lund a créé un NFT, je l'adore celui-là, je regrette de ne pas l'avoir fait avant lui. Il a vendu un NFT à Pompidou, enfin il a donné un NFT à Pompidou qui s'auto-détruira si Pompidou revend une des pièces de sa collection NFT. Pompidou ne peut plus donner ou vendre une des pièces de sa collection actuelle, sinon cette œuvre disparaîtra. J'adore, c'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, on pourrait parler pendant 1 heure de l'histoire, du rapport entre les musées, les curateurs, pourquoi est-ce qu'on a des œuvres, pourquoi est-ce qu'on les prête, pourquoi est-ce qu'on les vend, blablabla, blablabla, blablabla. Et bam, on arrive avec ça. On est en plein, et d'ailleurs Pompidou l'a fait, ils ont mis le chéquier d'Yves Klein en face, chéquier d'Yves Klein absolument magique, c'est le premier à avoir vendu une œuvre immatérielle. Le premier, 1959. Vous pouviez acheter une œuvre immatérielle. Et donc Yves Klein vous donnait un chèque qui est donc un récépissé pour donc cession d'un volume de sensibilité picturale immatérielle et transférable. Vous aviez le choix entre donner, c'était pour quelques grammes d'or, et vous receviez ce chèque. Et vous pouviez le revendre un jour. Vous aviez une œuvre de Yves Klein qui n'est juste qu'un récépissé pour l'œuvre. On est en 59, d'accord, 65 ans avant les NFT. Ou bien vous pouviez décider de faire un rituel en présence de Yves Klein. Et donc il brûlait le chèque devant vous et jetait les grammes d'or dans la Seine. 2 l'ont fait. Les autres ont gardé le chèque et l'ont revendu très cher. Jonas Lund a fait aussi un objet physique, je le mets parce que je l'adore, et vraiment aller à Pompidou parce que j'ai mis qu'une toute petite partie. En ouvrant ce livre, donc c'est un livre qui est sous cellophane. Donc il est sous cellophane, d'accord? Donc vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Sauf qu'en fait, à l'intérieur du livre, il y a les conditions générales de vente du livre, qui ont été écrites à la main par l'artiste, sur 200 pages. Mais sauf que vous ne pouvez le savoir qu'en détruisant l'œuvre. En vrai, c'est rigolo aussi. Bien évidemment que ça vient poser toutes les questions des RGPD, des conditions générales de vente, des soucis de contrat, qui a lu, c'est évident. En fait, ça me semble évident, mais ça a complètement sa place dans un musée. Les galeries que moi je suis en train de préparer, pour là encore prouver, là encore je vais relativement vite, mais donc avec
toute mon équipe, on est beaucoup, il y en a quelques-uns ici, on est en train de préparer des méta-NFT. On est au tout début d'un nouveau courant, donc on est en train de développer les smart contracts sur mesure qui vont permettre de le faire. Par exemple, moi je suis fasciné par Ida Razan, qui est la personne qui a inventé le scroll infini, qui est sous antidépresseur aujourd'hui et ne sort plus de chez lui parce qu'il pense qu'il a perverti le monde, et je pense qu'il a raison. C'est lui qui a inventé la page Facebook qui scrolle à l'infini. C'est lui qui a inventé l'algorithme, et quand il s'est rendu compte du mal que ça faisait à l'humanité, il a interdit à ses enfants d'avoir des écrans, et il est cloîtré chez lui aujourd'hui. Et donc j'ai toute une série d'œuvres en hommage à cette personne qui a changé le monde à jamais, avec un système d'œuvres interconnectés dans différents musées et en numérique, où on verra les personnes scroller à l'infini, etc. Tout un système là-dessus. Donc il faut qu'on développe toute la mécanique qui va derrière. On crée une collection sur l'obsolescence programmée avec des œuvres qui suivront la décadence des produits de consommation. Donc ce sera une œuvre de cafetière, mais en fait qui va se dégrader au fil de l'obsolescence programmée de la cafetière de telle marque, et qui, quand elle sera détruite, ne pourra se revenir à zéro que si elle est revendue à quelqu'un, sinon vous resterez avec une œuvre détruite. Donc voilà, sur ça me semble assez évident sur la dénonciation de ce qui est derrière. Les œuvres qui s'autodétruisent, bien évidemment. Ça, c'est une série de concerts connectés, parce que, comme vous avez vu, j'étais musicien, on est en train de travailler sur une série de concerts où des pianos vont jouer en parallèle avec des hologrammes, tout ça. Parce que viendra un temps où les chefs d'orchestre et les pianistes ne pourront plus prendre l'avion, si ce n'est qu'en détruisant la Terre. Donc il va falloir qu'on pense autrement le voyage des artistes. Donc ça, c'est un de nos projets. Un projet sur les espèces en voie de disparition avec Greenpeace, qui a déjà fait une série d'œuvres. Ça, ce sont des œuvres qui existent, où en fait ces espèces en voie de disparition sont représentées par le nombre de pixels encore restants. Et moi, je voudrais associer ces œuvres avec un oracle qui en fait est auto-adapté en fonction des œuvres. Le perroquet de Rio, le film Rio, vient de disparaître définitivement la semaine dernière. Il n'y en a plus dans le monde, c'est fini. Il y a quelque chose à faire, à dire. Et là, on est sur un endroit où les smart contracts, la nouvelle technologie, ont un cas d'usage extrêmement fort des œuvres qu'on ne pouvait pas faire avant. Une application sur Schrödinger, on en parlera pendant le cocktail. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a forcément du Schrödinger quelque part dans ma vie. Un produit musical aussi qu'on est en train de faire. En gros, on utilise le système millénaire qui dit qu'une lettre c'est une note. Ça a 1000 ans, ça. Ceci a 1000 ans. Et donc cela permet à n'importe quelle phrase d'être une mélodie. C'est le premier produit que j'essaye de sortir. Attention, ça c'est pas une œuvre d'art. C'est pour ça que je voulais en parler 2 secondes. La musique là par exemple, donc c'est la musique de The Music of the World. Tiens, je me suis amusé. Voilà, c'est le titre de la conférence en musique. Ouais, super. C'est pas une œuvre d'art, ça. Hein. C'est un goodies. L'œuvre d'art, elle va être où? Elle va être qu'une fois qu'on aura vendu, proposé plein de phrases que grâce à la blockchain, vous êtes seul à posséder, seul propriétaire. Dans votre actif numérique, vous avez la partition, la musique, la vidéo, les droits d'auteur, et on révolutionne la manière de consommer de la musique. À ce moment-là, toutes les musiques commandées par les gens du monde entier vont se mettre bout à bout. Et c'est l'œuvre concaténée mondiale de plusieurs heures de musique de tous ceux qui ont créé cette œuvre, vont faire un cadavre exquis. Ce cadavre exquis pourra pister la propriété de tous les commanditaires de musique depuis l'existence du projet. Cette œuvre-là est un méta-NFT qui ne sera jamais vendu et qui sera l'œuvre collaborative mondiale. Je passe la vidéo parce qu'il est tard et que je parle trop, mais vous pourrez tranquillement aller sur nos sites. Si on veut que les NFT, pour conclure, que les smart contracts soient dans les musées, et moi je le veux. Alors ils le sont à Pompidou, ils sont dans des galeries, mais je veux, je souhaite, je pense, on va dire autrement. Cette nouvelle technologie va arriver, quoi qu'on fasse, on n'a pas trop le choix. D'accord, tout comme l'IA, mais on ne fait pas une conférence sur l'IA, tout comme beaucoup de choses, c'est dans la société déjà. Pour l'instant, ce n'est pas encore accessible à tout le monde, uniquement parce que la technologie n'est pas assez cachée. Donc on a peur de se faire un wallet, mais de la même manière qu'on avait peur de payer par carte bleue il y a des décennies quand la puce est arrivée, et puis c'est rentré. Puis on avait peur d'envoyer des mails, et puis maintenant ça va. Bon, bah bientôt, très bientôt, la blockchain va faire partie de nos vies. Et c'est le rôle de l'artiste
de penser le monde. C'est le rôle de l'artiste de se dire, ok, il y a un truc qui se passe, il y a un nouvel usage, une nouvelle technologie, il faut absolument penser. Il faut absolument voir le monde, le juger, le dénoncer, l'embellir, tout ça à la fois, mais d'abord le penser. Ce ne sont pas forcément les scientifiques ou les codeurs qui vont penser l'usage. Ce sont encore moins les politiques. C'est le rôle des artistes depuis la nuit des temps. Et pour ça, il faut une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle passera par une filiation culturelle. C'est pour ça que je vous ai parlé de Duchamp. On a besoin de savoir d'où ça vient. On a besoin de contemporanéité, sinon aucun musée, aucune galerie trouvera ça intéressant. Pourquoi faire parler d'un artiste aujourd'hui s'il ne parle pas d'aujourd'hui? On a besoin d'engagement politique fondamental. Politique au sens aristotélicien, au sens homme dans la cité. Et on a besoin d'intentionnalisation. D'intentionnalisation. Vous vous rappelez de Scott McCloud qui disait « Est-ce que l'artiste a quelque chose à dire ?» La question qui vient après, que je vous ai laissée pour la fin, de Scott, qui est au cœur de l'art, c'est la question la plus importante de tout artiste. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je crée? Quand je parle d'intentionnalisation, c'est exactement ça. Est-ce que, avec mon art, je veux changer le monde? La réponse peut être non. Je peux faire du beau, mais en faisant du beau, je change le monde. Je dis juste, je ne suis pas en train de juger ceux qui ne répondent pas à cette question. Je suis juste en train de dire que pour que la nouvelle technologie devienne un jour une technologie reconnue, officielle, institutionnelle, et soit dans les livres d'art et dans les livres d'histoire comme étant un regard sur le monde, il faut qu'il y ait intention de changer le monde. Et pour changer le monde, il faut penser le monde. Donc ça veut dire ne pas faire des NFT avec un ancien art, mais faire des méta-NFT, nouvelle technologie, nouvel usage. Et en voulant penser le monde, à ce moment-là, on fait de l'art engagé, et donc une nouvelle forme d'art pour l'avenir, avec cette forme d'utilité, et donc de beauté. Merci beaucoup. C'est un cycle de 3 meet-up, donc il y en aura un autre en janvier, un autre en avril. On parlera de créativité en temps de crise au mois de janvier, on parlera de musique au mois d'avril, il y aura des tables rondes avec d'autres artistes, parce que je ne vais quand même pas tout seul tenir le crachoir à chaque fois. J'espère que vous m'avez suivi et que ça vous a intéressé. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on les fait maintenant pendant le cocktail, je ne sais même pas combien de temps j'ai pris, mais merci de m'avoir écouté.